Bonjour, bienvenue à cette formation sur les urgences oncologiques. Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la gestionnaire des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Et avant de vous introduire notre conférencière, j'aimerais mettre en lumière quelques services et programmes qui pourraient être bénéfiques pour vous ou pour les personnes touchées par un cancer du sang que vous soutenez. À la Société de leucémie lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à cette communauté. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes et plus de 1500 professionnels de la santé utilisent notre plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement et plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, visitez le www.formationcontinuecancerdu-sang.ca. Nous avons disponible sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, donc des balados, des vidéos animées, des feuillets informatifs, etc. Ces feuillets ou ces outils portent sur les cancers du sang, mais aussi sur les traitements et les aspects psychosociaux du cancer. Et tous ces outils et bien plus encore peuvent être commandés ou encore téléchargés via notre site Internet. Vous pouvez commander nos feuillets détachables pour faciliter la référence vers nos services ou encore de la documentation sur les cancers du sang pour informer les personnes touchées et les familles que vous soutenez. Le tout se fait aisément et c'est sans frais. La majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Internet. Et grâce à ce formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec le ou la responsable des services communautaires de votre région. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous aider. Et finalement, je voudrais mentionner que le soutien psychosocial et émotionnel est très important à la Société de leucémie lymphome du Canada. Notre programme de soutien par les pairs a été identifié comme un service clé, mais beaucoup ne le connaissent pas. Des bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins un an ou encore qui vivent avec un cancer chronique, sélectionnés et formés, partagent leur histoire avec des personnes nouvellement diagnostiquées ou qui sont confrontées à une nouvelle option de traitement ou encore qui ont des questions sur l'après-cancer. Ce programme est également disponible pour les proches. Donc, l'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Ce programme contribue à donner de l'espoir, à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays, animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes touchées par un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis dans le confort de leur foyer. Les personnes qui participent à nos groupes créent des liens grâce aux discussions de groupe, partagent des méthodes d'adaptation et des informations et se sentent moins seuls. Alors, visitez notre site internet cancerdusang.ca pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Héloïse Germain. Donc, Héloïse évolue comme infirmière clinicienne en oncologie depuis 2007. Elle a été tutrice pour l'Université de Sherbrooke afin d'accompagner les infirmières au baccalauréat dans le développement et l'intégration de leur savoir. Elle a collaboré en tant qu'experte de contenu à l'actualisation de la formation continue partagée avec le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke. Elle est impliquée au niveau provincial dans la formation et le soutien des infirmières pivots par l'animation de webinaires d'intégration. Alors, Héloïse, la parole est à toi. Merci beaucoup, Pascal, pour l'introduction. Aujourd'hui, on va vous parler le webinaire va porter sur les urgences oncologiques. On va parler du thème de la neutropénie fébrile, un thème qui est très intéressant, très important, principalement chez notre clientèle avec leucémie et lymphome. Donc, les objectifs d'apprentissage du webinaire d'aujourd'hui, on va parler de définir qu'est-ce que c'est une urgence oncologique. On va décrire les principaux concepts physiologiques impliqués. On va classifier les facteurs de risque pour bien cibler qui sont nos patients les plus vulnérables.
on va parler des considérations pour les soins infirmiers, déterminer l'évaluation, la prise en charge, les soins particuliers et on va aborder la prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire. Une urgence oncologique, ça peut être défini comme une condition aiguë causée par un cancer, par son traitement, qui nécessite une intervention urgente pour éviter des séquelles permanentes ou le décès du patient. La compréhension de la cascade de complications qui conduit à une urgence oncologique, c'est une condition essentielle pour une prise en charge efficace. Les interventions qu'on doit mettre en place doivent demeurer dosées et en concordance avec le stade d'évolution de la maladie puis le désir de l'usager de son bien-être. Les urgences oncologiques sont classées en deux catégories, soit les urgences structurelles et les urgences métaboliques. Les urgences structurelles sont la conséquence physique de la tumeur, c'est-à-dire sa taille, sa localisation, ou le volume de cette dernière qui entraîne une compression qui, à son tour, va perturber les structures adjacentes. Les urgences métaboliques, elles, sont attribuables à un désordre métabolique, comme le nom l'indique. C'est les effets systémiques de la tumeur ou du traitement en cours qui sont la source de la complication. Ça peut être des sécrétions, des interférences avec les processus physiologiques. La neutropénie fébrile est une complication, évidemment, d'ordre métabolique qui nécessite une prise en charge rapide afin de prévenir des complications qui sont potentiellement mortelles. Son incidence est plus élevée chez les personnes recevant une chimiothérapie et dans certains types de cancers, même s'il n'y aurait pas de chimiothérapie d'administrer. Comme son nom l'indique, elle se caractérise par deux éléments principaux, soit la neutropénie et la fièvre. Nous allons définir ces éléments et les seuils durant la présentation. Donc, la neutropénie fébrile est une complication fréquente en oncologie. L'incidence varie selon plusieurs éléments, mais principalement selon le type de cancer et de traitement utilisé. Elle se situe de 10 à 57 %. Lorsqu'on regarde cette statistique, selon le type de cancer, sans surprise, les cancers hématologiques ont l'incidence la plus élevée. Pour ce type de cancer, elle se chiffre à 59 %. La deuxième position appartient au cancer métastatique, qui a une incidence d'environ 16 %, suivi par les cancers du sein avec environ 8 %. Les cancers gastro-intestinaux ont une incidence de 5 %. Parmi les cancers hématologiques, environ 75 % des cas de neutropénie fébrile sont associés au lymphome non-hodgkinien, la leucémie myéloïde aiguë et la leucémie lymphoïde aiguë, à des proportions à peu près égales de 25 % pour les trois cancers que je viens juste de mentionner. Les autres cancers hématologiques principaux représentent 11 % pour le syndrome myélodysplasique, 7 % pour le myélome multiple. La neutropénie fébrile, elle vient avec des complications, évidemment, pour aider à évaluer où se situe un patient dans cette fourchette, qui est quand même assez large, qu'on vient juste de parler. On peut regrouper les patients par catégorie. Les patients à haut risque ont des taux de complications graves de 25 à 30 % et une mortalité d'environ 11 %. Les statistiques varient légèrement d'une source à l'autre, d'un article scientifique ou manuel. Je vous les rapporte actuellement plus pour vous aider à vous donner une idée globale de la situation. Les patients dans le groupe qui sont à risque élevé sont principalement ceux qui sont atteints d'un cancer hématologique. Donc, on parle de leucémie, lymphome, myélome, ou d'un cancer avancé. Il y a d'autres facteurs de risque qui vont être discutés dans la portion qu'on va parler précisément des facteurs de risque aussi. Les patients pour qui sont qualifiés de à bas risque, eux ont des complications graves d'environ 5 % puis un taux de mortalité de plus ou moins 1 %. Il y a une étude qui porte sur l'analyse d'une base de données nationale provenant des États-Unis qui a été publiée dans une revue médicale, la revue médicale Blood en 2022. Elle traite du fardeau des patients hospitalisés et des résultats cliniques de la neutropénie fébrile chez les patients atteints de cancer. Elle nous apprend que globalement, 1 % de toutes les admissions pour cancer ont un diagnostic d'admission de neutropénie fébrile et ils ont entraîné un décès durant l'hospitalisation. Parmi les décès, 75 % les patients avaient des cancers d'origine hématologique, une proportion importante, 67 % avaient plus de 65 ans, puis 70 % appartenaient à la classe qu'on vient juste de parler, ceux qui étaient à haut risque. Il y a d'autres complications qui sont également considérées. Donc, en plus de la mortalité et puis des complications majeures, on pense qu'un patient qui a une neutropénie fébrile,
Il risque d'avoir une hospitalisation prolongée, un report de ses traitements des prochains cycles à venir, des toxicités liées à de l'antibiothérapie prolongée. On peut penser à Clostridium difficile ou d'autres infections fongiques. La prise en charge rapide et adaptée de la neutropénie fébrile, c'est crucial. Une évaluation soigneuse du niveau de risque de chaque patient va nous permettre d'optimiser le traitement et de réduire le risque de complications potentielles. Le terme granulocyte et neutrophile sont souvent utilisés comme des synonymes. Pourtant, ce n'est pas réellement exact. La cause de cette petite imprécision, c'est simple. Les granulocytes qu'on a ici sur la diapositive sont à 70 composés de neutrophiles. Mais il inclut également les basophiles puis les éosinophiles. L'acronyme NAM sera souvent utilisé dans cette présentation. Ça veut dire le nombre absolu de neutrophiles. C'est ce qu'on voit sur nos requêtes les résultats des laboratoires du patient. Le nombre de neutrophiles en circulation se situe généralement de 2,5 à 7 fois 10 à la 9 par litre. Lorsqu'on parle de l'entièreté des globules blancs, donc tous nos autres globules, ça se situe en moyenne de 4 à 11 fois 10 à la 9. Les neutrophiles ont une courte durée de vie et une prolifération rapide. Leur espérance de vie, une fois qu'ils sont parvenus à maturation, est de moins de 24 heures. Comme nous le savons, les médicaments cytotoxiques s'attaquent principalement aux cellules à division rapide, les cellules cancéreuses, puis bien malheureusement nos neutrophiles. Les médicaments cytotoxiques n'entraînent pas la mort immédiate de la cellule. Ça survient plutôt dans les jours qui suivent, de manière classique, 7-14 jours après l'administration de l'agent cytotoxique. On parle de chimiothérapie dans le cas qui nous concerne. C'est là qu'on va observer le taux le plus bas de neutrophiles, donc le nadir. Le délai est en lien avec la durée de maturation du neutrophile, 9-10 jours en moyenne, qui se passe à l'intérieur de la moelle osseuse. Les neutrophiles qui sont fabriqués dans la moelle, comme je viens juste de le mentionner, sont produits à partir de cellules souches hématopoïétiques qui vont, eux, se différencier en cellules progénitrices multipotentes avant de devenir des myéloblastes, également les cellules souches myéloïdes, qu'on va les appeler. Ces cellules souches-là, ils vont devenir des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs. Puis, mais pour y arriver, ils vont traverser plusieurs stades de maturation pour devenir nos neutrophiles matures. Le processus de maturation il va être stimulé par le facteur de stimulation des colonies granulocytaires. On le voit souvent dans les documents avec l'appellation GCSF. Les cellules, quand ils quittent la moelle osseuse, donc une fois qu'ils sont devenus matures, ils sont à ce moment-là prêts à jouer leur rôle dans l'immunité. Les neutrophiles sont souvent décrits comme les soldats de notre système immunitaire inné. Ils jouent un rôle essentiel en attaquant directement les bactéries pathogènes, les virus et les micro-organismes fongiques. Les neutrophiles ont la capacité de mobiliser rapidement un large éventail de molécules antimicrobiennes. Ça fait d'eux la première ligne de défense la plus efficace. Ils vont digérer les pathogènes grâce à des enzymes dans leurs granules. C'est pour ça qu'on les appelle les granulocytes. Ils vont libérer des cytokines, puis ils vont recruter ces cytokines-là vont recruter une réponse inflammatoire au site de l'infection. Cette réponse-là, elle a un rôle vital dans les infections aiguës et chroniques, puis dans beaucoup de maladies auto-immunes. Tous ces petits détails-là vont prendre beaucoup de sens au courant de la présentation. Ça peut sembler technique, mais ils ont tous leur importance. Pour qualifier un symptôme en oncologie, on utilise un outil de référence qui est un document produit par l'Institut national du cancer américain, qu'on connaît sous l'appellation le NCI. C'est le titre de ce document-là, c'est les critères communs de terminologie pour les réactions indésirables. Il est davantage connu sous l'acronyme anglophone, le CTCR. Cet outil-là, il grade, selon une échelle de sévérité, compris de 0 à 5, un nombre assez impressionnant de symptômes. 5, donc 1, c'est un symptôme qui va être léger. 5, c'est la mort. Donc, pour beaucoup de symptômes, ça va être de 1 à 4 parce que ça ne s'applique pas à tous les symptômes de la mort. Par exemple, la neutropénie, ça ne va pas mener à la mort, c'est plus les complications secondaires qui vont arriver. Vous avez le petit tableau sur l'écran qui
qui va définir les grades. Donc, la neutropénie qu'on va parler dans la présentation, c'est une neutropénie de grade 4, soit quand on a un nombre de neutrophiles qui va être inférieur à 0,5 fois 10 à la 9. On peut évidemment avoir une neutropénie sans avoir de fièvre. Donc, le qualificatif fébrile va être en présence d'un pic de fièvre, un pic de fièvre qui est à 38,3 buccales ou la persistance d'une température buccale à 38 pendant 1 heure ou plus égale. Dans certaines situations, on va considérer une neutropénie de grade 3, donc quand nos neutrophiles sont inclus entre 0,5 et 1, mais où est-ce qu'il est prévisible d'envisager que les neutrophiles vont diminuer dans les prochaines 48 heures. Donc, pourquoi est-ce qu'on va l'inclure? Bien, la prudence est vraiment quelque chose qui est super important, puis on va préférer mettre plus de précautions pour ces patients-là. Connaître les facteurs de risque nous permet de mieux distinguer les patients vulnérables. Comme dans tout problème de santé, les facteurs de risque, ils s'accumulent. Donc, plus il y en a, plus le risque est grand. Certains facteurs de risque vont être liés à la situation du patient. Par exemple, les gens âgés sont plus à risque. Si on ajoute un mauvais état général, une présence de comorbidité, maladie chronique, on pense à nos pneumopathies chroniques, donc nos patients qu'on appelle souvent sur l'acronyme anglophone, nos patients MPOC. Les patients qui ont également des myocardiopathie, ça augmente de façon significative les risques. Les patients qui se présentent également à l'urgence puis qui ont déjà des signes d'infection sévère, donc ceux qui vont avoir une admission un peu tardive, qui vont se présenter de façon un peu tardive. On parle d'hypotension, des changements de l'état mental, des douleurs abdominales, des indices clairs de pneumonie, un bilan qui serait anormal aussi, un bilan, on peut parler de thrombopénie, d'insuffisance rénale, d'hypoxie, les taux de transaminase qui dépassent de plus de 5 fois la normale. C'est des patients qu'on va qualifier, qu'on va considérer qui ont tardé un peu avant de se présenter. Les facteurs de risque, il y en a qui sont davantage liés à la maladie. Comme on parle actuellement, les types de cancers hématologiques, lymphome, myélome, leucémie aiguë, ceux qui ont une neutropénie profonde ou prolongée. Prolongée, on va parler de plus que 7 jours. Ceux qui ont une hospitalisation prolongée, puisqu'évidemment, ça va augmenter les probabilités d'infection nosocomiale. Ceux qui ont une maladie qui a envahi la moelle osseuse également sont plus à surveiller. Et des facteurs de risque sont plus liés au traitement. On parle de chimiothérapie, particulièrement la zone du nadir là, entre le 7e et le 14e jour après l'administration du traitement. Les traitements qui sont à forte dose, ceux également qu'on va appeler dose dense, ont une influence majeure. Les personnes qui ont subi une greffe de moelle osseuse, l'allogreffe présente un risque encore plus élevé que l'autogreffe. Ceux qui ont eu des traitements de radiothérapie aussi sur des larges zones qui impliquaient la moelle osseuse sont plus à risque. Il a été prouvé aussi que les patients qui ont eu des épisodes de neutropénie fébrile ou d'infections graves antérieures, ils ont un risque augmenté. Un facteur de risque qui revient dans à peu près tous les articles scientifiques, c'est la présence d'un dispositif d'accès vasculaire qui augmente de façon importante, comme je disais, le risque d'infection. Comme on voit, malheureusement, il y a peu de facteurs de risque qui sont modifiables. Mais lorsque c'est le cas, donc quand on a des facteurs de risque qu'on pourrait modifier, ça va être important de faire de l'enseignement aux patients, à sa famille également. Ça peut être d'une grande aide. En plus de l'efficacité directe, ben, ça peut aider aux patients ou à la famille de se sentir impliqué, de sentir qu'il y a un peu de contrôle, d'emprise sur la situation. Ça peut faire du bien aussi. Évidemment, on peut appliquer cette recommandation-là selon l'état clinique du patient. S'il n'est pas en bon état clinique, ce n'est pas du tout le temps de faire de l'enseignement. Donc, selon votre jugement, mesdames. Quand on parle de neutropénie fébrile, on parle évidemment de sources d'infection. Les principaux types d'infections au niveau bactérien sont les infections cutanées. On pense aux sites d'insertion des accès vasculaires. Les bactéries les plus souvent en cause vont être les staphylocoques coagulase négatifs, les staphylocoques aureus, mais il y a d'autres infections aussi, gram positifs, gram négatifs, qui se produisent.
Il y a certains traitements néoplasiques qui vont causer des altérations des muqueuses aussi du tube digestif qui vont prédisposer à des infections en servant de point d'entrée pour les micro-organismes. Ça peut être des micro-organismes qui sont pathogènes ou qui proviennent de la flore résidente, la flore normale du corps. Les micro-organismes, à ce moment-là, ils peuvent pénétrer par la barrière qui a été, la barrière, la muqueuse qui a été altérée, puis se propager dans tout le corps. C'est ce qu'on appelle la translocation bactérienne. Les lésions buccales aussi peuvent s'infecter au contact d'un micro-organisme fongique viral. On pense à virus de l'herpès simplex, entre autres. Puis les personnes qui sont des neutropénies risquent également d'être exposées à des infections abdominales. On va penser au Clostridium difficile. Les infections fongiques les plus fréquentes chez les patients qui ont une neutropénie prolongée, on pense au Candida albicans, qui fait partie de la flore microbienne normale chez jusqu'à 80% des individus. Qu'est-ce qui est assez caractéristique aussi, ça va être l'aspergillose qui va être qu'on peut voir assez fréquemment chez nos neutropéniques. Bon, l'infection à cytomégalovirus cause rarement de maladies importantes, mais quand elle le fait, il peut avoir des complications graves. Les symptômes qu'on va observer, ça va être la fièvre, douleur musculaire, sentiment général de mal-être, et par douleur articulaire aussi, puis différents troubles sanguins. C'est particulièrement important chez les patients qui seraient éligibles à une greffe de moelle osseuse. Vous allez voir ça probablement vous l'avez probablement déjà observé sur les bordereaux de transfusion quand on transfuse nos patients. Quand on fait la validation, là, vous observez, c'est marqué CMV négatif, donc c'est pour ça, c'est principalement pour les patients à qui on va envisager une greffe, il va falloir surveiller ça. Il y a des infections virales aussi qui peuvent causer une neutropénie par elle-même, sans qu'il y ait d'infection secondaire. On pense au VIH. C'est pour ça que vous voyez souvent, lors de l'admission, un nouveau diagnostic, on va faire un dépistage en début de parcours chez nos patients. Quand on parle de sources d'infection chez nos patients en neutropénie, c'est malheureusement assez fréquent de ne pas trouver la cause de l'infection. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'antibiotiques à large spectre qui sont pas recommandés habituellement, mais chez nos patients neutropéniques, ça va vraiment faire partie des lignes directrices. Juste pour un petit peu d'encouragement, j'ai vu une évolution historique de la mortalité dans les années 60 pour des infections liées aux bactéries gram-négatifs chez nos patients neutropéniques. Ça atteignait 90%. Ça a évolué avec le temps de 78 à 94. Ça a baissé de 21% à 7%. Même si on voit c'est des infections qui sont graves, la science, ça évolue, notre prise en charge, le fait d'intervenir rapidement, c'est important de se questionner, de se tenir à jour sur la littérature scientifique parce qu'il y a vraiment des progrès très importants qui ont été faits à ce sujet. Pour rendre ça un peu plus crédible, on a une petite histoire de cas à vous présenter. Donc, je vais vous parler de M. Pilon. M. Pilon, il a un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Il a terminé un traitement d'induction. Donc, l'induction a lieu durant une période d'hospitalisation qui dure habituellement plusieurs semaines. On parle de plus ou moins un mois et demi habituellement. Lui, il a terminé son induction sans grande complication. Puis là, ça va bien. On a atteint notre rémission. Donc, on va y aller avec nos traitements de consolidation. Dans le cas de M. Pilon, le traitement de consolidation qui a été prescrit par le médecin, il s'appelle le IDAC. Il va être administré en ambulatoire. M. Pilon, il vit dans un appartement au sous-sol avec son chat. C'est un monsieur qui a certaines limitations. Il va se promener en transport en commun. Il est connu du service courant parce qu'il y a évidemment, comme beaucoup de nos patients, pratiquement tous nos patients avec une leucémie myéloïde aiguë, il y a un dispositif d'accès veineux central. Les médecins ont installé un accès veineux de type PICC-Line. Au niveau de ses antécédents médicaux, on y était avec des situations classiques, donc hypertension, diabète de type 2, une dyslipidémie. Donc, médicaments pour antihypertenseurs,
médicaments antidiabétiques orales pour le cholestérol, en lien avec le traitement de son induction qui s'en vient. On a mis certains autres médicaments également de soutien pour la gestion des nausées, pour la prévention aussi des toxicités oculaires. On a mis des gouttes dexaméthasone. Donc, il se présente aujourd'hui pour avoir son traitement d'induction, sa formule sanguine. On est avec un retour à la normale, l'hémoglobine à 96, nos globules blancs sont à 3,2, mais évidemment, ce n'est pas ceux-là qu'on regarde le plus. C'est principalement plus nos neutrophiles qui sont, eux, à 1,8. Les plaquettes sont supérieures à 100. On est à 110, donc on va pouvoir procéder. On va parler des facteurs de risque. Donc, en faisant la lecture des histoires de cas, ça soulève plusieurs facteurs de risque. Qu'est-ce qui serait les facteurs de risque qui mettraient M. Pilon particulièrement à risque de développer une neutropénie fébrile? Donc, si on utilise le cas de M. Pilon pour parler, donc ça va être important de vérifier est-ce qu'il y a un thermomètre chez lui pour comment quand se rendre à l'urgence aussi dans un cas de si jamais il fait de la fièvre, s'il envisage de prendre le transport en commun pour se déplacer lors d'un épisode de fièvre, ça va être important de valider avec lui, ça va être quoi la durée du trajet en transport en commun entre chez lui et l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait si jamais il y a une neutropénie qui survient la nuit? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner s'il ne se sent pas bien? Puis, selon les réponses de M. Pilon, ça pourrait être pertinent aussi de faire une référence, une consultation avec un professionnel, par exemple, un travailleur social. Si dans vos centres, vous avez les équipes d'un centre hospitalier à l'autre sont souvent inégaux, dépendamment de la taille, et puis des fois, c'est les ressources aussi. Il peut y avoir des gens qui sont de manière ponctuelle moins disponibles. N'hésitez pas à utiliser les organismes communautaires. Ils ont beaucoup de ressources qui peuvent vous aider, vous soutenir. Des fois, ils ont des professionnels, il y a des partenariats avec certains professionnels. Donc, pensez à utiliser ces ressources-là, référer les usagers vers ces ressources-là. Donc, au niveau respiratoire, les signes, symptômes d'infection qu'on doit observer, qu'on doit enseigner à notre patient, évidemment, ça va être de nous rapporter rapidement s'il y a des symptômes de toux, d'essoufflement, le souffle court, n'importe quel symptôme d'infection respiratoire. Au niveau cutané, les plaies, s'il y a des ulcères qui apparaissent, s'il y a des rages. Les signes classiques aussi mettons, au site d'infection au site de notre cathéter central peuvent être différentes de ce qu'on est habitué de voir. Il faut avoir en tête que l'exudat, donc le pus, c'est des leucocytes puis des cellules qui sont mortes, altérées. Dans une situation de neutropénie fébrile, comme on a peu de globules blancs, ben, c'est possible de ne pas voir d'exudat purulent. Les cellules des muqueuses de la bouche à l'anus, comme on l'a mentionné tout à l'heure, sont sensibles aux médicaments cytotoxiques, ce qui va entraîner évidemment des bris dans la barrière, dans la muqueuse. Il faut penser aussi à notre anorexie secondaire, soit aux nausées, à l'anxiété, à la fatigue, que ça va avoir un impact sur l'intégrité de notre muqueuse. Il faut penser à inspecter la bouche, la langue. On va questionner le patient pour voir s'il y a des douleurs au niveau de la bouche, la xérostomie, de la dysgeusie, donc au niveau de notre évaluation pour nous permettre de dépister les signes d'infection. On va questionner également s'il y a des douleurs, des inconforts au niveau anal, au niveau des organes génitaux. C'est pas rare que nos patients ne soient pas nécessairement à l'aise de nous en parler. On va questionner les maux de gorge, s'il y a des maux de tête également, des changements au niveau des urines. Donc, vraiment faire une revue de tous les systèmes de notre patient pour avoir un beau portrait global. Au niveau des soins infirmiers, les mesures préventives, c'est les plus efficaces contre les infections chez nos patients neutropéniques. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner à notre patient? Bien, évidemment, il n'y a pas tant de surprises, mais on va réviser ça ensemble pour vraiment faire un enseignement qui va être complet pour diminuer les facteurs de risque au minimum pour protéger le patient. Ça le met également dans l'action. Donc, hygiène quotidienne rigoureuse. Ben oui, le lavage des mains. Lavage des mains au savon. On va insister sur les moments avant les repas, après les toilettes.
utiliser, dans le fond, un gel hydroalcoolique dans les lieux publics après avoir touché à du matériel potentiellement colonisé. Donc, quand ils sont à l'externe, tous les paniers d'épicerie, s'ils sortent en public, pensez au lavage des mains, puis en hôpitaux, de l'offrir aussi avant les repas, à s'assurer que le patient ait le matériel, donc une petite pompe peut-être disponible de gel hydroalcoolique, ou l'inviter à aller se laver les mains au lavabo avant les repas. On va sensibiliser le patient également à une hygiène corporelle quotidienne. Ça peut paraître la base, mais ça a une influence. On va réduire de cette façon le nombre de bactéries sur la peau. Pensez toujours à couvrir aussi toutes les blessures, euh, si jamais coupure, bris cutanée ou quoi que ce soit. Bonne hygiène bucco-dentaire, brosse à dents soit souple, 4 fois par jour. Il va être important aussi d'enseigner aux patients et aux familles les précautions alimentaires. Donc là, on parle d'une diète qui va être faible en bactéries. Donc, quand on parle de consommation de fruits et légumes, ils doivent être lavés, ils doivent être pelés, dépendamment du niveau à quel point notre patient est neutropénique. On peut même des fois recommander qu'ils soient pelés par quelqu'un d'autre. Les légumes, fruits cuits, les viandes bien cuites, éviter tout ce qui est charcuterie, boire de l'eau de qualité, de l'eau embouteillée, donc l'eau du robinet, c'est souvent pas la recommandation, principalement dans les grands édifices. Donc là, on a en tête nos hôpitaux. Les gens qui vivent également dans un milieu plus rural, là, les puits, c'est moins recommandé. Tout ce qui est probiotique, produits non pasteurisés, lait, fromage, miel, euh, les fines herbes aussi, tisanes, même le cannabis, il peut y avoir des contaminations possibles avec les moisissures, fait qu'on va penser à le mentionner, d'éviter. Il y a des sources d'infections potentielles qu'il faut avoir aussi en tête, qu'il faut rappeler aux patients. Donc, éviter les foules, les contacts avec les personnes malades, les zones de construction, d'excavation, là, ça va être vraiment pour éviter de façon particulière l'aspergillose. Ils doivent aussi être informés de ne pas manipuler les excréments d'animaux, donc la litière pour la toxoplasmose, les aquarium vivarium, là, salmonellose, éviter tout ce qui pourrait endommager la muqueuse. Donc, on va parler de nos suppositoires, des tampons hygiéniques, de prendre la température par la voie rectale. Ça, c'est toutes des choses qu'on doit éviter. Et puis, euh, idéalement, avant de commencer les traitements, mais la vaccination selon le protocole d'immunisation du Québec. Les considérations selon les soins infirmiers comprennent évidemment la surveillance de la formule sanguine, donc dans notre routine quotidienne, de le prioriser, de vérifier tôt. Les paramètres des signes vitaux, évidemment, sont à suivre de façon rigoureuse. L'évaluation de tous nos systèmes, là, faire notre classique tête aux pieds. Intervention rapide en cas de fièvre, de signes d'infection. Si à l'examen physique, on observe des signes d'infection, d'inflammation au niveau du cathéter, phlébite, d'abcès au point d'entrée du cathéter, donc ça va être d'en discuter rapidement avec le médecin, puis on va voir si c'est pertinent de retirer le cathéter et d'en faire une culture. L'application rigoureuse de ces mesures, combinée évidemment de prise en charge médicale, infirmière rapide, ça permet de réduire de façon significative le risque d'infection chez nos patients neutropéniques. Quand on n'arrive pas à bien contrôler notre infection, qu'est-ce qui peut arriver? Évidemment, ça peut évoluer. La septicémie, c'est une complication qui est provoquée par une réponse immunitaire incontrôlée de l'organisme à une infection. Ça peut aller jusqu'à entraîner des défaillances d'organes et évidemment la mort. Comment ça commence? Bien, on a un stimulus inflammatoire. Dans le cas actuel, on va parler d'une toxine bactérienne qui va déclencher la production de médiateurs pro-inflammatoires, donc qui vont augmenter l'inflammation. Vous allez voir des fois dans certains textes, là, on va parler de facteurs de nécrose tissulaire, là, le TNF, tumor nécrose factor. On voit souvent aussi l'interleukine 1. Ces cytokines-là, ils vont conduire à l'adhésion des neutrophiles à l'endothélium vasculaire. Fait que le neutrophile va aller se coller directement à l'endothélium. Cette adhésion-là, elle va activer le mécanisme de coagulation, ce qui va générer des microtrompies, donc des tout petits caillots.
On va observer également la libération de beaucoup d'autres médiateurs pro-inflammatoires. Je ne vais pas toutes vous les nommer, là, mais on peut entendre parler de leucotriène, d'histamine, de bradykinin. Au début de la cascade, qu'est-ce que ça va entraîner tout ça? Tous ces médiateurs-là, donc les artères artérioles, ils vont se dilater. Donc, cette dilatation va provoquer une diminution de la résistance artérielle périphérique au début. Ça l'entraîne évidemment le débit cardiaque qui va augmenter. Si la situation du patient n'est pas bien contrôlée, le débit cardiaque il va finir par diminuer. La pression artérielle à ce moment-là, elle va chuter parce que avec ou sans donc, les résistances périphériques qui vont influencer. Puis là, on va voir apparaître les caractéristiques typiques de l'hypoperfusion. Mais même à la phase où est-ce que le débit cardiaque est augmenté, les médiateurs qui sont vasoactifs, qui vont influencer la vasodilatation, la vasoconstriction, ça va entraîner, dans le fond, ce qu'on appelle le contournement des capillaires par endroits. C'est ce qu'on appelle le trouble distributif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones qui vont avoir un bas débit capillaire, puis d'autres qui vont être bien perfusées. Puis évidemment, en plus des changements vasculaires, il faut penser, tantôt qu'on a parlé de fabrication de microthrombie. Donc ça va entraver aussi, parce qu'évidemment, s'il y a un petit caillou qui se loge, ça va entraver la circulation sanguine. Donc, ça va diminuer ça aussi l'apport en oxygène. Ça va, évidemment, pas juste l'apport en oxygène, l'élimination aussi du CO2, puis de déchets dans certaines zones. Donc, la diminution de la perfusion sanguine, ajoutée aux microthrombie qu'on va voir apparaître, ben, ça va provoquer un dysfonctionnement, parfois même une défaillance de certains, malheureusement, des fois, ça peut aller jusqu'à plusieurs organes. On peut penser aux reins, aux poumons, le foie, le cerveau, le cœur. Donc, toutes ces conséquences-là, ils vont avoir ce qu'on appelle un effet inotrope négatif direct. Donc, ça veut dire qu'il va avoir le cœur, donc il va avoir une diminution de la contraction du myocarde. Donc, il y a une coagulopathie aussi qui peut être observée, on peut appeler aussi la coagulation intravasculaire disséminée. C'est une complication qui, de façon très résumée, là, il va y avoir une formation excessive de caillots disséminés partout dans le corps, au point où est-ce qu'il va y avoir tellement de coagulation qu'on va épuiser les facteurs de coagulation disponibles qui va faire une partie où est-ce que le patient va avoir une absence de possibilité de coaguler. Vous avez les détails dans un autre webinaire disponible sur Leucémie Lymphome Canada. Et puis, donc, si jamais vous voulez plus de détails, les risques liés à la septicémie sont nombreux, entre autres, dus aux entraves de la circulation sanguine vers les organes vitaux. Il va y avoir plusieurs complications. On peut parler de complications au niveau pulmonaire, donc une atteinte de nos alvéoles qui va être diffuse, responsable d'hypoxie. Il peut y avoir un exudat alvéolaire aussi, un édème interstitiel au niveau pulmonaire. Et on peut s'attendre à une perturbation de nos rapports ventilation-perfusion. Il y a un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut s'installer également dans des formes plus sévères. Au niveau hépatique, il va y avoir une atteinte de la fonction immunitaire, des destructions des cellules hépatiques aussi qui vont se caractériser par une augmentation des taux sanguins de certaines enzymes, les transaminases par exemple. Une dysfonction secondaire de mauvais pronostic qui pourrait arriver une encéphalopathie hépatique, des troubles de coagulation. Il peut y avoir des anomalies digestives aussi, comme des lésions hémorragiques, nécrotiques des muqueuses, une translocation bactérienne qui est à l'origine de probablement de beaucoup de défaillances multiviscérales. Des anomalies hématologiques, comme on a abordé, donc les chutes de facteurs de coagulation, attribuables à la coagulation intravasculaire disséminée, les phénomènes de microthrombose disséminée qui vont altérer la microcirculation. Au niveau rénal, de l'hypoperfusion qui va être responsable d'une insuffisance rénale aiguë, d'anomalies aussi au niveau cérébral, donc
Ils peuvent être précoces en lien avec l'hypoxie, en lien avec l'accumulation des déchets, l'acidose. Il peut avoir aussi un édème qui va se manifester par des troubles de conscience, agitation. Les patients qui sont neutropéniques, qui contractent une infection, peuvent mourir en quelques heures si la prise en charge n'est pas rapide et adéquate. C'est vraiment important d'être très, très vigilant et de bien connaître le processus de toute cette cascade. Comme on le dit, le sepsis constitue une urgence thérapeutique. L'examen clinique, ça va être une étape essentielle dont la qualité va influencer, va conditionner la prise en charge. Elle va nous permettre de localiser, évidemment pas tout le temps, mais le plus souvent le foyer d'infection, puis de débuter immédiatement, rapidement, le traitement qui va augmenter la probabilité d'être efficace d'emblée, donc de viser la bonne cible dès le début. Pour votre information, dépendamment de l'année dans laquelle vous avez fait votre scolarité infirmière, là, mais le terme de syndrome SIRS et sepsis sévère, ils ont été supprimés de la classification parce que les critères spécifiques n'étaient pas suffisamment précis. Le sepsis, il est désormais défini, donc la définition a changé aussi. La dernière définition date de 2016. Là. Elle est maintenant définie comme un dysfonctionnement d'un organe potentiellement mortel dû à une réponse dérégulée de l'autre à l'infection. Les critères d'évaluation qu'on doit utiliser, c'est le score qu'on appelle le Quick SOFA. SOFA. Il nous permet d'identifier les patients suspectés d'infection qui sont le plus à risque d'avoir une évolution défavorable en dehors d'une unité de soins intensifs. Donc, quand ils sont sous vos soins sur les unités d'oncologie ou les unités générales, peu importe. Il utilise 3 critères qui attribuent 1 point, donc pour la pression artérielle systolique qui serait basse, qui serait inférieure à 100 mm de mercure, une fréquence respiratoire qui serait élevée, donc de façon soutenue, plus de 22 respirations par minute, et une altération de l'état mental. Donc, on peut utiliser l'échelle de Glasgow là, si on est inférieur à 15. Pour vous aider à créer une image d'un patient à risque d'évolution défavorable, je vais vous présenter des critères, mais attention, comme je viens juste de le mentionner, les classifications, ça évolue constamment. Donc, pensez à toujours vérifier les sources avec des articles scientifiques fiables des organismes accrédités pour savoir si c'est toujours actuel les données. La phase qu'on appelle au début, là, on voit beaucoup la phase compensée, qu'on appelle aussi parfois le choc chaud. Pendant cette phase-là, qu'on peut qualifier un peu de précoce, mais c'est un terme qui est plus ou moins parfait parce qu'on est quand même déjà dans une situation qui est critique. Donc, le corps, à ce moment-là, il arrive à compenser. Le débit cardiaque est compensé, comme je viens juste de dire. Il arrive à compenser la baisse des résistances vasculaires, donc à maintenir la pression. La peau, elle va être souvent, et les extrémités vont être chaudes. Le remplissage capillaire, il est rapide, moins d'une seconde. Le pouls est bondissant. Les signes vitaux, ils vont montrer une tachycardie, une tachypnée, une hyperthermie. Certaines fois, on pourrait observer également une hypothermie. La chute de la pression artérielle, ça va être un signe qui nous indique souvent qu'on n'arrive plus aussi bien à compenser, que l'état du patient s'aggrave. On peut observer également des signes de défaillance multiviscérale qui sont progressés, qui incluent la chute du débit cardiaque, qui va être consécutive à l'action des médiateurs libérés dans l'inflammation, comme on a décrit à la diapositive précédente. Le pouls devient filant. On peut observer aussi une hypoperfusion tissulaire qui va être croissante. Donc, à ce moment-là, les patients peuvent présenter des extrémités froides, un remplissage capillaire qui va être retardé. On peut le qualifier de supérieur à 3 secondes et des changements dans l'état mental. On peut parfois aussi observer des marbrures cutanées, des signes d'altération aussi de la perfusion des organes, donc l'insuffisance
rénale aiguë, une ischémie hépatique. Quand on parle de la coordination des soins infirmiers, il va de soi que, puis vous allez le faire naturellement, spontanément, j'en suis certaine, ajouter la fréquence du contrôle des signes vitaux, puis au besoin, si on ajoute des examens complémentaires. Donc, de façon concrète, ben, l'utilisation des appareils électroniques, ça a certaines limites aussi. Il va être souvent pertinent de faire un contrôle manuel. C'est pour, par exemple, qualifier le pouls. Est-ce qu'il est bondissant, filant, régulier? Euh, Également, même s'il ne s'agit pas d'une urgence, ça va être pertinent aussi de vérifier la glycémie et puis de penser à initier aussi un suivi de la diurèse. Donc, ça peut être un bilan ingéré excrété pour bien suivre le patient durant l'épisode critique. De façon, dans un contexte d'urgence, ça peut être tentant d'écouter certaines évaluations parce qu'on souhaite souvent prioriser les interventions. Cette tendance, ça peut entraîner certains délais, malheureusement, parce que la rapidité d'intervention est le facteur le plus important. Donc, comme on le disait tantôt, bien cibler la source d'infection potentielle va nous permettre d'être précis et puis d'éviter des délais. On va débuter par l'évaluation des sites qui sont les plus à risque d'infection. Donc, on parlait tantôt des sites cutanés. On va chercher, questionner l'usager sur la présence d'un rash. On va observer le site d'insertion du dispositif d'accès veineux central. Ça va être important aussi de procéder à l'auscultation pulmonaire. On va questionner le patient aussi. Est-ce qu'il y a des maux de gorge, de la toux? Est-ce qu'il y a des diarrhées, des douleurs anales, génitales, douleurs dysuries, donc douleurs lors des mictions? On va examiner la bouche, on va questionner aussi le patient, on va rechercher dans le fond, est-ce que j'ai des ulcères, des taches blanchâtres au niveau de la langue qui pourraient nous indiquer une candidose. Il faut, puis comme on a mentionné tout à l'heure, là, il faut se méfier quand on va faire notre examen clinique parce que souvent, on pourrait juste observer un signe d'inflammation, mais pas nos signes caractéristiques d'infection, donc l'exudat, le pus, dû à l'absence de nos globules blancs, ben, c'est fréquent qu'il n'y aura pas d'exudat purulent. Mais au-delà de ce qu'on peut observer, c'est sûr que le fait de ne pas avoir, d'être en neutropénie, ben, même au niveau de la radiographie pulmonaire, ça peut être invisible. L'infection urinaire aussi, elle pourrait être sans douleur. Donc, le patient aussi, sa fièvre, elle pourrait être masquée. Un patient qui, comme c'est souvent le cas, là, a des grosses doses de corticothérapie. S'il est âgé aussi, ça peut masquer ou influencer à la baisse la valeur qu'on va prendre de la température. Un patient vigilance particulière aussi chez nos patients qui ont des neutropénies prolongées, ceux qui auraient des fortes doses d'antibiotiques parce qu'ils sont à risque davantage d'infections fongiques. L'évaluation qu'on vient de décrire actuellement doit être particulièrement minutieuse si le médecin n'est pas accessible pour une évaluation directe du patient. Donc, le constat d'évaluation a parfois lieu par téléphone. Donc, avant l'appel, pensez à toujours vérifier si le patient a des allergies. Ayez à portée de main aussi les résultats des bilans sanguins, parce qu'il y a de nombreux antibiotiques qui vont avoir un dosage en fonction de calibré avec la fonction rénale. Donc, la prise en charge, comme on l'a dit à plusieurs reprises, d'un neutropénique, d'un patient à neutropénie fébrile, c'est une urgence médicale. Suite à la communication du constat avec le médecin, voyez avec vos collègues la priorité des soins de votre patient, mais également ceux de l'unité. L'initiation de l'antibiothérapie intraveineuse, ça doit être une priorité. Évidemment, le bilan infectieux complet, donc des hémocultures, examen, analyse culture d'urine, radiographie pulmonaire, ça doit être réalisé avant le début de l'antibiothérapie, donc il y a beaucoup de coordination. C'est donc ça aussi une priorité. Si l'acuité de soins de l'unité est élevée,
n'hésitez pas à contacter l'infirmière coordonnatrice de votre centre hospitalier pour obtenir du soutien, de l'aide. Puis là, j'ai spécialement en tête les quarts de soir, de nuit, où est-ce qu'on est parfois avec des effectifs qui sont euh, avec des ratios différents. En plus, les tâches de coordination, ils peuvent exiger plus de temps durant ces quarts-là parce que l'accès à l'imagerie, l'accès à la pharmacie, et puis d'autres soins peuvent être moins fluides. Donc, puis chaque heure, il y a vraiment des données claires qu'il mentionne là. Chaque heure de retard dans l'administration de l'antibiotique va augmenter la mortalité. Ils ont utilisé le délai à 28 jours là, de 18 %. Donc, chaque heure augmente de 18 le risque de mortalité chez votre patient. En reprenant l'histoire de cas, donc, le, le temps a passé, M. Pilon a reçu son premier cycle. Maintenant, il est à son jour 9 de son premier cycle de son protocole qui s'appelle IDAC, comme on a dit. C'est un traitement de chimiothérapie qui est à visée curative, qui est administré en clinique externe. Donc, rapidement, là, ce protocole consiste à l'administration de starabine aux 12 heures pour 2 doses les jours 1, 3 et 5. Donc, on parle d'un total de 6 doses qu'on va donner en moyenne pour 3 à 4 cycles. Le cycle dure 28 jours, mais il peut y avoir des délais selon la récupération de la moelle parce qu'elle est nécessaire avant, évidemment, le prochain cycle. C'est un traitement qu'on utilise dans une leucémie myéloïde aiguë, à l'exception de la leucémie promyélocitaire M3. Donc, après avoir atteint, comme on a la situation de M. Pilon, qui est en rémission complète. C'est un protocole qu'on va privilégier pour les patients qui ont 65 ans et moins, ou pour les patients qui ont plus de 60 ans. Dans le fond, on va diminuer la dose de la starabine, on va la mettre plus faible. C'est pour les patients qui ont une leucémie qu'on qualifie de prognostic favorable, donc on risque faible, ou chez les patients qui seraient à risque intermédiaire ou défavorable, mais qui ne seraient pas admissibles à une greffe de cellules souches. Dans le cas de M. Pilon, hier soir, il y a eu des frissons, de la diaphorèse. Il n'a pas mesuré sa température. Vers 23 heures, il ne se sentait pas mieux. Il a finalement pris sa température. Elle était à 38,4 buccales. Il a pris 2 Tylenol. Comme la fièvre s'est résolue, il a décidé de ne pas se présenter à l'urgence puis s'installer pour la nuit. Ce matin, il a appelé son infirmière pivot. Et puis là, elle fait venir à la clinique pour évaluer la situation. Donc, une fois son arrivée en clinique, il est mis en isolement neutropénique, il frissonne. Il nous parle qu'il a eu l'apparition d'une toux qui était productive de rhinorrhée il y a 3 jours. Ces signes vitaux, on a une tension qui est à 129/75, un poids 121. La température qu'on observe ce matin, c'est 38,5 degrés Celsius. On a une fréquence respiratoire à 22, une saturation à 95 % à l'air ambiant. Le médecin, évidemment, demande une formule sanguine. Quand elle nous arrive assez rapidement, on l'a demandé en urgence. On a des neutrophiles, un hémoglobine à 80, des neutraux à 0,1 x 10 à la 9 et des plaquettes à 32. Sans surprise, on a une hospitalisation qui va être nécessaire. Lors de l'hospitalisation, l'infirmière pivot demande que les enseignements concernant la prévention de la neutropénie fébrile soient révisés. On va parler également de l'utilisation de facteurs de croissance des neutrophiles en prévention secondaire. Ça pourrait être envisagé dans la situation de M. Pilon. Et puis, il y a des enseignements également concernant la thrombocytopénie qui vont également être à réviser avec M. Pilon. Quand on parle de prophylaxie, on a la prophylaxie qui peut être primaire ou la prophylaxie qui est qualifiée de secondaire. Donc, le tableau que vous avez ici actuellement qui est présenté à l'écran, vous pouvez avoir accès sur le site du GEOC, le groupe d'études en oncologie du Québec. Donc, c'est un site qui est spécialisé pour les professionnels de la santé travaillant en oncologie. Donc, l'algorithme, il va vous permettre
de comprendre, mais également de, si jamais le patient vous questionne, de savoir pourquoi est-ce que dans certaines situations, on va d'emblée proposer ou prescrire des facteurs de croissance pour les neutrophiles et pourquoi parfois on va attendre. Donc, c'est selon le risque, les protocoles de traitement, ils vont être qualifiés selon s'ils sont à risque supérieur de créer une neutropénie fébrile à 20 qui va être la première colonne. Dans ce temps-là, on va d'emblée faire une prophylaxie, on va le donner dès le premier cycle, on ne va pas attendre. On a des patients pour qui il y aura une situation qui serait intermédiaire, donc on aura un risque de neutropénie fébrile qui se situe entre 10 et 20 Donc là, on va évaluer de façon spécifique chez notre patient son risque personnel. Donc, selon son âge, le fait qu'il soit en maladie avancée, est-ce qu'il a déjà fait une neutropénie fébrile préalable? S'il y a des plaies, s'il y a un mauvais indice de fonctionnement, un état général qui ne serait pas idéal, s'il y a des comorbidités, et puis s'il y a eu de la radiothérapie, si les personnes aussi de sexe féminin sont plus à risque. Et puis, pour les protocoles qui seraient à risque qu'on peut qualifier de plus faibles, donc qui seraient inférieurs à 10 de neutropénie fébrile, on ne va pas utiliser de facteur de stimulation d'emblée. On va l'utiliser seulement si c'est pertinent. Donc, quand on parle de prophylaxie secondaire, c'est lorsqu'on a décidé de ne pas débuter la prophylaxie avec le GCS dès le premier cycle. Qu'est-ce qui nous ferait décider de l'employer? Donc, c'est si on aurait de nouvelles infections au cours du cycle qui menaceraient le pronostic vital. Si jamais l'option de diminuer un peu les doses nous donnerait une dose qui serait sous les seuils d'efficacité dans les études. Et puis, évidemment, si on aurait un petit doute, un feeling d'un manque d'adhésion au niveau du protocole, des fois, on a des patients qu'on connaît qui auraient une certaine vulnérabilité puis qu'on souhaiterait ou qu'on a observé qu'on doit augmenter la prévention avec la prophylaxie secondaire. Il y a des fois où est-ce que diminuer les taux plutôt que d'introduire le facteur de croissance pour être acceptable, bien, c'est évidemment si en diminuant le taux, on a quand même un taux d'efficacité acceptable, donc avec le dosage du médicament. Ce qu'on voit beaucoup, c'est quand on a un traitement qui serait à visée palliative ou si c'est un traitement, évidemment, qui est à faible risque, comme on a vu dans l'algorithme précédent, de neutropénie fébrile. Au Canada, les facteurs de croissance sont disponibles sous deux formes et on les administre toujours en sous-cutané. On en a un qui s'appelle le filgrastim qui est prescrit, lui, habituellement à 5 microgrammes kilo. De façon générale, là, un patient qui pèse moins de 80 kg, on va y aller avec une dose de 300 microgrammes à tous les jours. Et pour les patients qui seraient supérieurs aux 80 kg, la dose classique va être le 480 microgrammes. On l'administre dépendamment du protocole, ça va être entre 7 et 14 jours à tous les jours. La durée du traitement, qu'est-ce qui va nous aider à déterminer la durée entre 7 et 14 jours? Il faut que ça couvre toute la période anticipée du nadir, des neutrophiles. Il y a également la forme qui s'appelle le PEG-filgrastim. Ça, c'est une forme qui est à action prolongée. Donc, ça va être une dose unique de 6 mg. Les facteurs de croissance vont favoriser la prolifération, mais également la maturation des cellules hématopoïétiques, en particulier les précurseurs des granulocytes. Ils vont également provoquer la libération des neutrophiles à partir des réserves de la moelle osseuse, donc nos neutrophiles qui seraient en cours de maturation. Ça va réduire leur temps de maturation, ça va l'accélérer si on veut, ce qui va permettre une sortie plus rapide. Pour les patients qui sont hospitalisés secondaires à une neutropénie fébrile, le facteur de croissance n'est pas utilisé de façon systématique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que son utilisation, il n'y a pas démontré de réduction sur la mortalité ou la durée de séjour à l'hôpital. L'utilisation va être pertinente lorsqu'on a une neutropénie qui serait persistante, par contre.
Étant donné que les cellules myéloïdes en croissance rapide seraient potentiellement plus sensibles aux agents cytotoxiques, les facteurs de croissance ne doivent pas être donnés la journée du traitement. Ils doivent être donnés dans le 24 à 48 heures. On peut aller même jusqu'à 72 heures après le traitement de chimiothérapie. Évidemment, l'immunité qu'on possède, l'immunité acquise et innée, ne repose pas uniquement sur nos neutrophiles. On a d'autres mécanismes à l'intérieur du corps qui nous aident, qui nous soutiennent pour éviter les infections. Et c'est ça qui m'amène à vous parler de la vaccination. Dans le protocole d'immunisation du Québec, le terme qui est employé, c'est les thérapies qui sont immunodépressives. On est habitué d'entendre parler du mot immunosuppressive, un patient immunosupprimé. Pour être un peu plus précis, on choisit immunodéprimé parce que des fois, on ne l'est pas supprimé totalement. On a juste une diminution de notre système avec les neutrophiles. Donc, c'est ce que vous allez, si vous recherchez dans le PIC, rechercher le terme immunodéprimé. Pour compenser l'immunité, puis pour augmenter l'immunogénicité des vaccins, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont de produire leurs anticorps, la vaccination de base recommandée selon le PIC est à débuter idéalement 2 semaines avant le début des traitements de chimiothérapie ou de n'importe quel traitement qui serait immunosuppresseur. En plus du calendrier régulier, pour les patients qui vont être à risque d'immunodépression, il y a d'autres vaccins qui sont recommandés. Je vous les ai mis ici, mais je vous invite à aller directement vous référer au protocole d'immunisation du Québec, le PIC, parce que cette liste-là, évidemment, elle est en constante évolution selon les recommandations des experts. Mais actuellement, donc, ce qu'on parle, c'est évidemment l'influenza, Haemophilus influenza B, l'hépatite B, le pneumocoque, le vaccin du Zona, donc on parle de celui de Shingrix, et puis le vaccin du VPH, et puis qui a été longtemps particulièrement important pour les femmes, mais qui est maintenant bien établi que la pertinence est pour l'homme et la femme. Pour maximiser les bénéfices de la vaccination, il est important de vacciner la personne lorsque sa réponse immunitaire est maximale. Donc, les recommandations du PIC, évidemment, comme on vient juste de le dire, c'est de débuter la vaccination avant les traitements, mais il y a des moments où des vaccins pour lesquels ce n'est pas pertinent. Donc, si les vaccins n'ont pas été administrés au début du traitement, il va falloir les donner à la sortie du nadir. Pourquoi cette période-là? Donc, c'est évidemment, dès qu'on a la sortie du nadir, c'est ça qui nous donne la plus grande distance avant le prochain nadir. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir maximiser les bénéfices de la vaccination pour développer le pic d'immunogénicité. Il y a des vaccins aussi qu'on doit administrer de façon classique selon la saison, donc selon où est-ce que l'instance dans la population, où est-ce qu'on a les pics qu'on va voir. Donc, ils sont pas, c'est pas pertinent de les faire pré-traitement. Je vous parle du vaccin contre la grippe. Il y a des vaccins également contre la COVID, contre le virus respiratoire syncytial, qui doivent être donnés au moment de la saison de l'année où est-ce que c'est le plus pertinent. Pour les gens qui sont particulièrement à risque donc d'immunodépression, ce que le PIC va nous recommander également, un patient qui serait sous chimiothérapie, pour les vaccins qui ne doivent pas être donnés en urgence, ne doivent pas être donnés de façon très rapide, ça serait d'attendre au moins 6 mois à la fin du cancer pour que la personne sera en rémission et qu'on aurait terminé les traitements pour les cancers hématologiques avant de donner la vaccination. Puis, pour un patient qui aurait un cancer solide, on va recommander, le PIC va recommander à ce moment-là un délai de 3 mois. À moins d'exception, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués pour éviter des effets indésirables consécutifs à une réplication incontrôlée du virus vaccinal pour tous nos patients sous thérapie immunodépressive. Quand on parle de vaccins vivants atténués, on peut parler du rotavirus, du RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon, et le vaccin contre la varicelle.
Dans les cas où, plutôt rare, on peut planifier à l'avance l'immunosuppression, l'immunodépression, ces vaccins-là doivent être donnés minimalement 28 jours avant de commencer les traitements. On demande également une petite vigilance, donc les pairs, les personnes qui vivent directement avec les personnes qui sont à risque d'immunodépression devraient également éviter d'avoir ces vaccins. Pour les thérapies anti-CD20, anti-cellule B, donc on connaît de façon sous le terme rétuximab, rétuxant, ces traitements-là, il va avoir un impact sur la capacité que le corps va avoir de développer les bénéfices de la vaccination. Donc, ce n'est pas une contre-indication parce qu'il n'y a aucune dangerosité associée au fait de recevoir un vaccin pour les personnes qui sont sous ce type de traitement-là. C'est par contre important de les informer qu'ils vont avoir un bénéfice très limité, qui pourrait aller jusqu'à nul, mais habituellement qu'on va considérer comme très limité de la vaccination. Donc, pour les vaccins, où est-ce qu'il y a une vaccination qu'on qualifie de annuelle, qui est une bonne récurrence, on pourrait choisir de donner la vaccination. Mais pour les vaccins, où est-ce qu'on va le donner sans récurrence annuelle, ça serait préférable d'attendre jusqu'à 6 mois après la fin des traitements pour être capable de développer tous les bénéfices de la vaccination. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour avoir pris le temps de vous informer, pour augmenter vos connaissances, pour mieux soutenir notre clientèle en cancer hématologique. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ça va être important de bien identifier les patients qui sont à haut risque de neutropénie fébrile pour être bien alerte, leur donner les meilleurs soins possibles. En cas de neutropénie fébrile, l'examen clinique complet par l'infirmière est une priorité. Il faut être attentif aux subtilités, parce qu'on se rappelle que certains facteurs qui vont être propres aux patients, l'âge ou beaucoup d'autres, ou juste la condition de neutropénie, va faire que la fièvre ou les manifestations d'infection ne vont pas se manifester de façon classique. L'administration de l'antibiothérapie dans l'heure suivant l'arrivée d'un patient à l'urgence ou dans l'heure suivant les premiers indices qui pourraient nous laisser croire que notre patient est en sepsis. L'éducation au patient, donc comme dans toute urgence oncologique, la clé est la prévention. C'est important d'informer votre patient, il faut qu'il connaisse les signes d'alerte pour qu'il qui nécessite une consultation rapide, une déclaration rapide des signes d'infection, les mesures d'hygiène, de prévention qu'on a décrit en détail durant la présentation, marteler, renforcer, expliquer régulièrement aux patients qu'est-ce qu'il peut faire, c'est quoi son rôle actif dans la prévention des infections. Et puis, gardez toujours en tête que les lignes directrices qu'on a présentées, les recommandations qu'on a présentées durant ce webinaire-là, mais ils font l'objet de recherches constantes par différents comités scientifiques. Donc, référez-vous aux organismes, aux associations qui sont accréditées pour demeurer à jour face aux recommandations pour bien prendre soin de vos patients. Je vous laisse aussi en référence des ressources complémentaires qui peuvent vous aider, évidemment. C'est disponible sur le site du GA, mais à plusieurs endroits, aussi sur des moteurs de recherche de votre choix. Mais le document de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, donc l'INES, a mis à jour un algorithme de traitement pour la leucémie myéloïde aiguë qui va vous parler également de la prévention primaire, prévention secondaire, et puis de multiples éléments. Vous avez BC Cancer, donc British Columbia Cancer, des lignes d'informations sur la neutropénie fébrile et plusieurs autres informations pour vous mettre à jour. Les références utilisées ici durant la présentation si vous souhaitez en savoir plus. Merci encore et je vous souhaite une belle fin de journée. Mais merci beaucoup, Héloïse, pour cette présentation très pratique, beaucoup d'outils là, qui, je suis certaine, va vraiment aider les infirmières et les infirmiers sur le terrain à soutenir les gens là, qui sont aux prises avec une urgence oncologique. Alors, j'espère qu'à la maison, vous avez apprécié.
On vous invite à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations qui ciblent les urgences oncologiques ou encore nos autres formations sur les cancers du sang, sur les traitements, les soins inclusifs en oncologie, la gestion des effets secondaires, etc. Et je veux mentionner que cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger les personnes touchées et les familles que vous soutenez vers nos services, comme par exemple nos feuillets détachables que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à les diriger vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'elles ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors sur ce, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.